Yo mon petit catalyseur des familles, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu au titre de cette vidéo, on va parler des différents types d'échappements. 4 bacs, collecteur 4 en 1, stretch pipe, tube afrique, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Eh bien reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Mais avant que cette vidéo ne commence, je remarque que vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à la chaîne. Comment ça mon ref? Allez, je compte sur toi, c'est gratuit et ça va énormément nous aider à développer la chaîne. Et pour ça, je t'en remercie. Sur ce, commençons tout de suite cette vidéo. Ah oui, 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 oui. Au tout début de l'automobile, le système d'échappement servait uniquement à évacuer les gaz sortant du moteur vers l'arrière du véhicule. Ah, c'était la bonne époque. Mais malheureusement, de nos jours, le système d'échappement est devenu un véritable système de dépollution et d'anti-bruit. Putain, normal à... Pourquoi ça bip là? Nouvelle règle YouTube, mec. De quoi est composé un système d'échappement moderne? Eh ben mine de rien, il y a quand même pas mal de choses, mais commençons par le commencement. Au début, il n'y avait rien. Non, je vais pas faire cette blague. C'est pas drôle frère, c'est pas drôle, ça ne fait rire personne, regarde. Regarde, qui rit? Personne! Tout d'abord, en sortie moteur, nous avons le collecteur d'échappement et son rôle est simple. Récupérer les gaz d'échappement qui proviennent directement du moteur et les acheminer vers le prochain élément. Cette pièce est très robuste et est capable de résister à des températures dépassant les 800 degrés. Selon la forme, la taille et la longueur des tubes, il peut également augmenter la puissance, mais patience, on va y venir juste après. Ok. Ensuite, juste après le collecteur d'échappement, tu as la fameuse tresse et ça, personne ne sait à quoi elle sert. Bon, je sais pas, mais... Et ben je vais te le dire, elle sert tout simplement à encaisser les vibrations du moteur et de la route et donner de la souplesse à la ligne. Du coup, tu peux accélérer comme un gros FDP, ta ligne encaissera sans broncher. Par la suite, tu me vois venir, nous avons le fameux catalyseur et pour ça, je te laisse avec le professeur. Le catalyseur, ou aussi appelé pot catalytique, est un dispositif de dépollution qui permet de diminuer les émissions polluantes d'une voiture en transformant les gaz nocifs en gaz moins nocifs, grâce à un processus chimique appelé la catalyse. Pour faire simple, lorsque les gaz d'échappement arrivent dans le catalyseur, ils sont filtrés plusieurs fois en traversant des plaques en forme de nid d'abeille. Leurs molécules toxiques sont ainsi retenues, puis les gaz toxiques comme l'oxyde d'azote ou le monoxyde de carbone sont transformés grâce à la chimie en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. Pour que cette transformation ait lieu, le catalyseur est composé d'un noyau en céramique imprégné de métal précieux comme de l'or et du platine et doit atteindre sa température de fonctionnement idéale, soit une température supérieure à 400 degrés. Petit aparté, les catalyseurs sont souvent volés à cause de leurs métaux précieux justement. Développé dans les années 90, le catalyseur est devenu obligatoire sur tous les véhicules neufs à partir de 1994. Du coup, quasiment tous les véhicules encore en circulation en possèdent un et est présent sur tous les types de motorisation, que ça soit diesel, essence et hybride. Certaines voitures cependant disposent de 2 catalyseurs. On parle alors du pré-catalyseur et il se trouve généralement entre le collecteur d'échappement et la tresse. Ce catalyseur sert à préfiltrer les gaz nocifs, ce qui augmente encore une fois de plus l'efficacité de la dépollution. Mais évidemment, comme rien n'est tout beau tout rose, le plus gros défaut du catalyseur est qu'il fonctionne uniquement à chaud. Pour les petits trajets, il ne sert pas à grand chose. Le catalyseur a aussi malheureusement la particularité de bouffer de la puissance moteur et de réduire les émissions sonores, ce qui est un peu triste pour nos sportifs. Juste après le catalyseur, tu as de plus en plus de nos jours un filtre à particules. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? À l'époque, le filtre à particules était uniquement présent sur les véhicules diesel, mais malheureusement avec le downsizing et les normes anti-pollution de plus en plus hardcore, nos petites essences se voient greffer un FAP. Repose en paix, petit RS3. Le filtre à particules a été inventé en 1985 par le constructeur Daimler-Benz, mais il faudra attendre l'année 2000 pour que PSA l'inaugure pour la toute première fois sur la Peugeot 607. D'ailleurs, l'essai est dispo juste là si ça t'intéresse. Quelle indignité. Et c'est seulement à partir de 2011 que le filtre à particules deviendra obligatoire sur tous les véhicules neufs diesel. Le filtre à particules, comme son nom l'indique, sert à limiter les rejets en particules fines émises par le moteur. De nos jours, on injecte dans les cylindres du carburant sous très haute pression pour que ça pète bien.
Mais à cause de ça, ça en crée des particules. Et ces particules, justement, sont cancérigènes pour l'homme. Le FAP est donc plus un dispositif sanitaire qu'environnemental. Alors c'est bien beau de filtrer ces particules, mais comment ça fonctionne? Encore une fois, rien de bien fou. Le filtre à particules est composé d'un corps en céramique où l'intérieur est divisé en plein de petits canaux microscopiques. Cet ensemble donne lieu à une architecture en nid d'abeille. Grâce à ça, le filtre à particules va absorber les particules fines et les stocker comme une éponge. Et quand cette éponge est pleine, les FAP actuels ont la possibilité de se régénérer en brûlant toute la suie stockée. Enfin en théorie, parce que le plus gros problème du filtre à particules est le colmatage. Si tu ne roules que sur des petits trajets, le filtre à particules ne pourra pas atteindre sa température de fonctionnement idéale et ne pourra pas se régénérer, ce qui engendrera une limitation de la puissance et du couple moteur. Ce n'est pas fou. Le FAP a aussi la particularité de réduire le bruit d'échappement. Encore une fois, tu te rends compte quand même des années de développement et des centaines d'ingénieurs pour inventer ce truc pour qu'au final le déglinguer à la baramine. La méthode universelle pour être fiable. Après tous ces éléments de dépollution, on va enfin avoir les éléments dits réducteurs de bruit. Et tout commence par le silencieux intermédiaire, ou aussi appelé pot de détente ou silencieux central. Alors ce silencieux n'a pas pour but premier de réduire le bruit, mais il sert surtout à refroidir et à réduire la vitesse des gaz d'échappement après la catalyse, et à atténuer les bruits de résonance. Pour ce faire, ce silencieux dispose de chicanes ainsi qu'un isolant thermique, comme la laine de verre par exemple. Et sa conception est très similaire avec son cousin le silencieux arrière, et celui-ci, t'as compris, c'est le dernier et le plus gros, et il sert à réduire les nuisances sonores. Bellotidor. Bon bah on va continuer sans lui du coup. Il reste encore deux dispositifs que je n'ai volontairement pas évoqués. Il s'agit du SCR. Putain. Oh, j'ai roté en même temps sa mère. Nicolas. Il s'agit du SCR, où le professeur te fera un 5 minutes à ce sujet. Oh non, j'ai rien prévu moi. Et les sondes lambda. Une sonde lambda est une sonde qui sert à mesurer en temps réel le taux de dioxygène qui compose tes gaz d'échappement. Les sondes lambda sont généralement au nombre de deux. Une entre le collecteur et le catalyseur, qui sert à relever les données brutes, et l'autre qui se situe après le catalyseur, qui elle sert à relever les données filtrées entre grosses guillemets. Et grâce à ces données, ton calculateur pourra doser précisément le mélange air-carburant pour garder un rapport stoichiométrique idéal. Voilà, c'est tout. Maintenant qu'on a vu à quoi tout ce bordel correspond, parlons un peu des échappements sport. Alors il faut savoir que la plupart des échappements sport sont en inox, ce qui rajoute une sonorité beaucoup plus prestigieuse et une durée de vie quasi illimitée car l'inox ne rouille pas. Sans compter la puissance et le couple que tu peux gagner avec certaines pièces, et ça peut valoir le coup. Seulement voilà, dans ce domaine, plein de termes vont ressortir. Catback, stretch pipe, tube afrique, décata. Purée de pommes de terre. Alors pour dégrossir tout ça, commençons par le décata. Un tube afrique, ou aussi appelé décata, signifie la suppression du catalyseur, ce qui engendrera une meilleure sonorité ainsi qu'un gain de puissance et de couple non négligeable, surtout après une reprogrammation. Mais si tu as bien suivi ce que le professeur t'a dit tout à l'heure, le catalyseur est obligatoire depuis 1994. Du coup, un décata est strictement illégal et tu ne pourras malheureusement plus passer le contrôle technique. Sans compter la maréchaussée qui n'hésiteront pas à te mettre une petite amende signée la préfecture de Paris. Oh merde! Oh c'est con ça! Si ce point te rebute un peu mais que tu souhaites quand même faire un décata, sache qu'il existe des catalyseur sport. C'est un bon compromis entre le décata et l'origine, mais évidemment ce n'est pas aussi efficace qu'un décata. Mais au moins tu passeras le contrôle technique sans problème. Alors je passe volontairement le terme défaper. Je pense que tu as compris que c'est le fait de supprimer le filtre à particules et que défaper sa voiture a à peu près les mêmes avantages et inconvénients que le décata, avec comme avantage supplémentaire la fiabilisation du véhicule. Dans la même catégorie, nous avons le fameux downpipe. Alors le downpipe, ou la descente de turbo en français, est tout simplement un tube qui vient remplacer le pré-catalyseur. Du coup, les avantages et inconvénients sont exactement les mêmes que le décata, encore une fois. Encore. Par la suite, un terme qui revient assez souvent dans le monde du tuning, c'est le catback. Et là, encore une fois, rien de bien compliqué. Le catback signifie après cata. Donc si tu achètes une ligne catback, tu auras uniquement un tube et un silencieux arrière pour un catback non resonated. Note mon accent dans les commentaires, c'est zéro. Hein. C'est zéro. Et un silencieux intermédiaire et un silencieux final pour un catback resonated. Il faut savoir qu'avec un système catback, tu gagnes très peu de performance. Le catback est surtout utilisé pour modifier la sonorité de ton véhicule.
Mais la vraie question est, est-ce que c'est légal? Absolument pas, putain. En soi, tous les équipements que nous avons vus plus haut sont complètement illégaux, mais il est vrai que le catbag n'est pas légal, mais toléré si ta voiture ne fait pas trop de bruit. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème avec mes échappements, que ça soit avec la marée chaussée ou avec le contrôle technique. Par contre, un système qui est complètement illégal, c'est le stretch pipe, c'est zéro. Nul, nul, nul. Ou le full tube en français. Et un full tube, tu as ton collecteur d'échappement et... C'est tout droit. Alors là, il n'y a pas de kata, il n'y a rien du tout. En plus d'être illégal pour le bruit, t'es aussi illégal avec la pollution, mais c'est merveilleux. Arrête, Ricardo, ça me fait peur! Et enfin, pour terminer avec les échappements sport, nous avons bien évidemment les collecteurs d'échappement. Et là, il y a un grand débat. Si un jour tu souhaites remplacer ton collecteur d'échappement, tu tomberas sur plein de chiffres différents comme 6 en 1, 4 en 1, 6 2 1, 4 2 1. C'est quoi tout ça? On va prendre l'exemple d'un moteur classique en 4 cylindres. Le 4 en 1, pour faire simple et vulgaire, veut dire 4 trous d'échappement pour un tuyau d'évacuation. Tandis que le 4-2-1 signifie 4 trous d'échappement où les gaz iront dans 2 tuyaux d'évacuation pour finir dans un seul tube. Alors à quoi ça sert? Je vais accélérer parce que la vidéo dure déjà 10 ans. En règle générale, un 4-1 te permettra de gagner de la puissance surtout à haut régime. Tandis qu'un 4-2-1 te fera gagner du couple et de la souplesse à bas et mi-régime. Donc là, à toi de faire ton choix. Interesting. Voilà à peu près la seule utilité d'un collecteur d'échappement sport, hormis encore une fois le changement de sonorité qui n'est pas du tout négligeable. Et enfin mon ami, pour terminer cette vidéo, je vais répondre à une de tes questions que tu m'as pas encore posée. Ah t'as vu, je suis un visionnaire. Non, je ne crois pas, non. Est-ce utile d'augmenter le diamètre de sa ligne d'échappement? Oui et non. Si tu augmentes très légèrement ton diamètre, ton moteur sera un peu plus libéré. Cependant, si tu fais trop dans l'abus et augmentes trop ton diamètre de ligne, tu auras une perte de performance car ta ligne sera trop libre. Donc fais attention à ça. Avant que je ne clôture cette vidéo, je vais te prodiguer un conseil. Ça fait beaucoup là, non? Si tu remplaces le moindre élément de ta ligne d'échappement avant catalyseur, donc collecteur d'échappement, downpipe, catalyseur ou filtre à particules, reprogramme ta voiture. Outre la puissance que tu gagneras, tu optimiseras également ta courbe de puissance et de couple. Et cela permettra à ton moteur d'être mieux optimisé et de mieux évacuer. Ça sert à ça après tout. Par contre mon pote, je tiens à te mettre un petit disclaimer. Toucher à sa ligne d'échappement ainsi qu'à un élément de dépollution et reprogrammer sa voiture est totalement illégal. Du coup, je préfère te le dire si jamais tu souhaites prendre le risque. Au moins, t'es prévenu. Oui. Voilà mon pote, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre ton plus beau pouce bleu, à partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu souhaiterais voir d'autres de mes contenus. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser en commentaire ou sur le Discord de la communauté. Je t'ai mis les liens en description. Sur ce, moi je te laisse là et je te dis à la prochaine. T'as oublié les valves, mec. Oh.